Bienvenue sur Reflet, le podcast du CERFAV, le Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers. Moi c'est Lisa et je travaille au pôle communication du CERFAV. Nous avons décidé de créer ce podcast pour partager avec vous des discussions autour du verre, une matière qui nous fascine au quotidien. Pour cette première série qu'on a appelée Verre en lettres, c'est avec l'artiste typographe Marie Mamsé-Bélier, accueillie en résidence à Vannes-le-Châtel, que nous avons discuté. Ses projets, son contact avec le verre, le lien avec la typographie, c'est ce que vous allez découvrir dans ces 4 épisodes. Installez-vous confortablement avec une boisson chaude, personnellement un petit café, et laissez-vous emporter par son univers. Bonne écoute! Bonjour Marie Mamsé, comment vas-tu? Ça va bien et toi Lisa? Merci pour cette invitation. Ça va super, merci. Alors aujourd'hui, on est là pour discuter autour de la narration dans la typographie et la capture de l'instant, qui sont des thèmes que tu abordes beaucoup dans ton travail. Pour toi, la typographie raconte une histoire et capture un instant précis. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors ça, je veux dire que ça... Il y a 2 choses. La première, c'est que pour moi, la typographie, c'est vraiment un témoin temporel. Parce que, par exemple, quand on prend une photo d'une rue où les bâtiments n'ont pas changé dans les années 70 ou en 2023, tu vas tout de suite te rendre compte de l'époque grâce à la typographie, en fait. Parce que tu vas te rendre compte que les fontes, elles vont être plus science-fiction, ou je sais pas, il va y avoir un univers textuel qui va tout de suite, enfin, publicitaire, qui va tout de suite t'emmener dans une période. En fait, je trouve que les choix typographiques d'une époque, ils témoignent d'un certain goût que les gens ont pour les choses, une manière de se dire, c'est quoi la gourmandise, justement, qu'est-ce qui fait luxe, par exemple, qu'est-ce que ça va être les tendances dans des logos pour telle industrie. En fait, tout ça, c'est des mœurs, en fait, sociétales, anthropologiques et inconscientes pour la plupart des gens, en fait, parce que personne ne se pose cette question-là. Non, pas du tout. Mais en même temps, moi, je vois, en fait, et ça m'intéresse, et c'est pour ça que dans ma démarche de dessinatrice de caractère, qui manipule l'alphabet latin, on va dire, au quotidien pour mon travail, ça m'intéresse de justement sortir de l'alphabet latin et me dire ok, qu'est-ce que c'est l'écriture en soi, qu'est-ce que c'est un alphabet latin donc qui tirait plus vers l'idéogramme et comment je peux en créer. Qu'est-ce que c'est l'expérience de créer un signe, qu'est-ce que c'est l'expérience de créer une écriture en fait, parce que c'est possible. C'est possible, je pense. Mais t'as pas peur justement qu'en créant quelque chose qui n'est un alphabet qui est non latin, les personnes qui sont habituées à avoir des alphabets latins ne comprennent pas ton travail et ne saisissent pas les émotions qu'il y a derrière? Moi, je pense qu'on peut lire au-delà des mots, tu vois. C'est comme regarder un tableau ou une sculpture, ça va t'évoquer une émotion. Ouais. Et c'est ça que je cherche. Après, ça va aller plus au-delà de l'alphabet latin, plus vers des questions comme les pictogrammes, par exemple. Oui. Ou les emojis. Par exemple, qui sont des choses qui ne nécessitent pas de mots pour qu'on comprenne l'expression du signe. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Comment communiquer sans mots? C'est une bonne question. Du coup, je te la retourne. Comment communiquer sans mots? Communiquer. Je dirais, en fait, je me pose pas du tout la question de l'oralité, par contre, dans mon travail, ça c'est sûr. Ouais. Je laisse vraiment cet aspect-là, je le mets vraiment de côté parce que ça m'intéresse pas pour l'instant. Mais à terme, c'est sûr que j'aimerais bien expérimenter l'aspect sonore de ce que pourrait être un signe, par exemple, en travaillant avec une personne qui fait du sound design et créer des ambiances sonores, ça pourrait être cool. Par exemple, là, on travaille en ce moment avec Guillaume Gualquero, qui est lui aussi typographe, pour un photographe qui s'appelle Romain Lenancoeur à Paris, et dont le travail de sculpture où en fait il va faire des sculptures et ensuite il va jouer avec de la lumière, des liquides et shooter. Et en fait ça va servir pour des grandes campagnes de parfums, plutôt dans la beauté, etc. Et en fait il a son approche artistique, ça va être plutôt de questionner un peu une autre origine du monde ou qu'est-ce qui pourrait être micro, macro, parce qu'en fait dans tout son travail, on dirait que c'est de la 3D comme des galaxies ou des trucs comme ça, mais c'est que de la photo. Et en fait, pour son identité visuelle, on a développé un alphabet alien, donc qui se lit pas, mais qui crée son identité visuelle. En fait, c'est une série d'idéogrammes qui sont complètement inventés, qui, dans sa première exposition, a servi à orner un catalogue d'exposition où il y avait toutes ces photos. Et en fait, chaque photo avait un idéogramme, et en fait, cet idéogramme était reporté dans le sommaire, et ça crée comme une sorte de constellation
création de signes. Et en fait, c'était un système qui fonctionnait. Mais bien sûr, tu n'as pas besoin de comprendre chaque signe pour les relier pour comprendre la structure du livre, mais on s'était vraiment posé cette question-là. Et pour le coup, je trouve que dans ces terrains-là, ça donne envie d'avoir une ambiance sonore. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas dans la volonté de communiquer à proprement parler, dans le sens que dans ma démarche, il n'y a pas l'envie de créer une écriture utile. C'est mon écriture, entre guillemets. Après, j'ai envie que la forme, elle fonctionne d'elle-même. C'est comme quand je fais un monogramme ou un logo. Il faut que ça fonctionne avec quelqu'un qui regarde la forme ressente quelque chose ou comprenne quelque chose. Mais il n'y a pas l'envie... Enfin, j'envisage pas d'en faire une écriture en particulier, tu vois. C'est plutôt des signes que je ponds, entre guillemets, de temps en temps. Et du coup, tu restes toujours sur le fait que le lecteur ou le spectateur, je ne sais pas comment on peut appeler ça, celui qui regarde ton art, il l'interprète de sa manière. Tu cherches pas à transmettre une seule lecture possible, finalement, de tes idéogrammes, de ta typographie. Est-ce que ça, justement, quand tu fais ton art, tu te dis... il y a cette possibilité-là d'interpréter ça comme ça, ou tu te dis, il va regarder ça et il va imaginer ce qu'il veut derrière. J'essaye de maximum anticiper ce que ça va générer comme émotion, en essayant de maximum être le plus juste entre ce que moi je voulais faire, ce qui sort et ce que ça représente. Après, comme on parlait du rapport à la cage, à la prison ou à l'armure, tu vois, l'armure, je pense que j'avais un moment pensé à ça, mais c'est plus la cage que je voyais. Mais tu vois, quand tu me parles d'armure, moi, ça me parle aussi, donc c'est cohérent et ça me fait plaisir, tu vois. Je me dis, tiens, c'est une autre vision qui marche, mais je l'ai pas forcément anticipé, c'est aussi ça qui est cool. Et c'est aussi ça qu'on apprenait aux Beaux-Arts, quoi, c'est de maîtriser son discours au maximum par rapport à tes intentions et à la pièce que tu vas sortir. Mais malgré tout, ça reste une pièce que toi, en tant que personne qui ne me connaît pas ou tu vois, qui va tomber dessus, puisse avoir son expérience avec sa culture, juste avec sa culture visuelle et émotionnelle et pas forcément historique. Et du coup, il y a vraiment cette dimension de liberté qui me plaît, parce que je pense que justement, j'essaye de sortir de ce truc du mot avec un seul sens, mais plutôt un symbole avec plusieurs sens, comme un idéogramme. Du coup, j'ai cru comprendre que dans ton travail, la mémoire et le travail de la capture de l'instant, de l'instantanéité étaient super importants pour toi. Est-ce que tu pourrais du coup nous expliquer pourquoi, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que ça transmet, tout ça ? Alors, ces sujets en fait de la mémoire, ça questionne un peu la question de l'impression, dans le sens où je me disais dans la création d'idéogrammes, c'est que j'essaie de romancer un peu l'idée que qu'est-ce qu'une personne qui a écrit, par exemple, un kanji, c'est un idéogramme chinois. Par exemple, le kanji du soleil, il y a bien une personne qui l'a dessiné à un moment. Donc ça veut dire qu'à un moment, il y a quelqu'un qui s'est dit « Ok, comment je dessine ça ?» Enfin, qu'il a ressenti, qu'il a vécu et qui a immortalisé ce symbole anonymement qui sert aujourd'hui depuis des siècles. Et ça, c'est formidable, je trouve. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de, moi, me mettre dans cette posture en essayant de me dire comment on met en gestation comme ça du sens pour en créer un symbole et comme une sorte de... Enfin, pas de réceptacle, mais un peu comme ça, comme une sorte d'impression essentielle comme ça, d'un signe qui représenterait tout un tas de souvenirs qui sont cachés à l'intérieur, en fait. Il y a un secret qui émane de ce dessin qui est toute ma vie, en fait, tout simplement. Tout ce que j'ai vécu et qui m'a amené à définir ce dessin, c'est tout un tas de mémoires, en fait, photographiques ou juste de la vie, en fait, qui amène aussi. Et du coup, c'est une forme de photo un peu secrète de ma vie et de ces derniers mois. Et ce que j'aimais avec le verre, c'est ce rapport pas à l'éternité, parce que tranquille, mais c'est ce rapport à la durabilité, on va dire, du matériau. Et ça me plaisait aussi dans le fait de me dire que ce dessin, il allait pas être sur une feuille et disparaître, il allait exister et il allait rester peut-être vivant au-delà de moi-même, en fait. Et lui donner une existence en tant qu'objet précieux. Et donc de donner de la valeur à ce dessin, en fait, tout simplement. Pas quelque chose qui t'a
aidé, qui t'a importé. Ouais. Du coup, pour finir et conclure un peu ce podcast, je voulais te demander, c'est quoi... comment était ton expérience pour l'instant au CERFAV, vu qu'elle n'est pas encore finie, mais est-ce que tu as rencontré des défis, tu as fait des jolies découvertes? Franchement, j'adore mon expérience au CERFAV. Ce qui est sûr, c'est que je suis hyper gourmande aussi de tout ce que je découvre. Par exemple, là encore récemment, j'ai découvert l'atelier parachèvement. Donc là où on va finir les pièces, qui est une sorte d'espace assez spécial, qui est aussi un cimetière de pièces où les gens ont peur d'aller pour finir leurs pièces ou les casser parfois. Et bref, Loïc qui travaille est adorable et une personne très calme. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'en rencontrant aussi les personnes du CERFAV, à chaque poste, je me dis il y a quand même une sorte d'aura qui émane de la pratique, où les personnes qui soufflent le verre, ils ont un tempérament spécial, les personnes qui font le vitrail aussi. Presque comme s'il y avait des sortes de cartes astrologiques liées à la pratique et tout. Bref, c'est hyper inspirant de découvrir toutes ces personnes et toutes ces pratiques. Et je trouve qu'il y a un rapport hyper philosophique. Comme je disais, je personnifie beaucoup la matière. Et du coup, je sais pas, même en discutant avec des apprentis souffleuses, on discutait du rapport à l'échec aussi présente dans la pratique, parce que c'est hyper difficile de souffler. C'était hyper beau de les entendre me dire qu'effectivement, c'est hyper émotionnel, c'est hyper physique, mais voilà, il y a ce truc hyper dur quand une pièce casse, mais aussi hyper beau quand une pièce ne casse pas. Et donc, c'est toutes ces émotions, toute la journée, c'est hyper intense, hyper beau, il y a des réussites, il y a des échecs. Et puis, vu que c'est des matériaux aussi assez précieux, il y a ce truc au début où tu continues à garder des pièces cassées. Bref, c'est hyper touchant, quoi. Donc ça, c'est vraiment aussi les rencontres des gens qui m'ont beaucoup touchée, dont j'ai beaucoup de respect pour toutes ces personnes qui pratiquent tous ces savoir-faire formidables. Et sinon, en termes de pratique, on a testé une pratique justement pour imprimer, capturer un instant soufflage sur mon projet L'amour en cage avec Jean-Pierre. On a fait une technique qui s'appelle le roll-up, où en fait je me suis inspirée de l'Art Nouveau et d'Émile Gallet, qui est un artiste verrier lorrain. Et en fait, ce qui m'intéressait dans ces pièces, c'est qu'il y avait ce rapport à dessiner par exemple un paysage de la nature et ensuite de le retranscrire sur une pièce en verre. Donc un peu capturer un moment, capturer ces fleurs comme ça, les paysages, et ensuite le rendre éternel dans une pièce. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, mais comme je dessine pas de paysage, à la place de moi qui prend une photo ou qui dessine un paysage, je vais me servir des paysages que ma grand-mère faisait, où en fait ma grand-mère était peintre et elle dessinait des paysages de son âme, elle disait. Et en fait, c'était des petites cartes impressionnistes en fait, qui représentent un peu des tempêtes émotionnelles, parfois des vrais paysages et parfois juste des nuits d'insomnie en fait. Et les couleurs sont hyper belles et du coup, en fait, ça m'a fait penser à la technique de la poudre sur pâte de verre. Je me suis dit tiens, on va essayer de reproduire ces œuvres et de les cueillir comme ça pour en faire les faire essouffler à l'intérieur en fait. Ok, donc c'est un petit peu un hommage à ta grand-mère que tu veux faire. Exactement. Donc c'est un peu rendre éternel aussi son empreinte en fait qu'elle a eue sur moi et expérimenter un peu cette pratique de l'impression sur verre. Donc c'était hyper intéressant de reproduire à la poudre les peintures et ensuite on venait rouler le verre sur la poudre et ensuite on venait souffler les fruits qui vont être mis en cage ensuite. Donc ça, c'est des petits secrets que je vous donne. En exclusivité. Du coup, merci Marie-Mamsie d'avoir été présente ici et d'avoir fait ce podcast finalement. Je pense que tu nous as transmis beaucoup de ton art, touché aussi par toutes les significations que tu y apportes, l'émotion, la mémoire, etc. Et du coup, je voulais vraiment te remercier pour tout ça. Merci Lisa, merci pour cette proposition de podcast qui immortalise aussi ce moment au CERFAV. Donc merci pour tout. On capture un peu ta présence ici, du coup. Exactement. Nous espérons que cet épisode de podcast vous a plu. La série Vers en lettres est réalisée avec l'artiste en résidence au CERFAV, une résidence réalisable grâce au soutien de la DRAC et de la région Grand Est.
Vous venez d'écouter le dernier épisode de la série Vers en lettres, consacrée à la typographe Marie-Mamsé Bellier. On se retrouve prochainement pour d'autres séries d'épisodes sur l'univers du verre. À bientôt!